Bonsoir Axel Kahn. Bonsoir. Et bienvenue sur Europe 1 et on vous souhaite maintenant bonne route dans cette nouvelle fonction très importante. Vous êtes effectivement, comme on l'a dit, nommé depuis quelques jours élu, proposé et élu donc à la Ligue nationale contre le cancer. Les études de cette ligue disent que 40% des cancers sont évitables, mais vous dites vous aussi un enfant sur deux né récemment sera atteint du cancer. Alors, maladie du siècle ou fatalité des humains? Il y a sans doute un peu les deux. C'est une maladie du siècle parce qu'on l'a dit, une grande proportion des cancers est évitable. Par exemple, un des phénomènes les plus inquiétants, qui est le résultat du progrès de l'égalité homme-femme, est qu'il y a 30 à 40 ans, les femmes se sont mises à fumer. Et aujourd'hui, le cancer du poumon chez les femmes progresse de 5,2% tous les ans, alors même que le cancer du poumon chez les hommes régresserait très très légèrement. Et actuellement, de ce fait-là, le cancer du poumon va devenir le principal cancer tueur chez les femmes, avant le cancer du sein. Le cancer du sein a encore un peu devant, et on voit bien que c'est évidemment évitable. Et puis il y a d'autres facteurs, l'alcool est un facteur de risque, c'est évitable, l'obésité est un facteur de risque, c'est en partie, on va dire, évitable, il y a le soleil, c'est en partie évitable, il y a les perturbateurs endocriniens, etc. etc. Et ça veut dire qu'il faut le faire évoluer également avec l'aspect chronique, au fond, que vous êtes en train de nous expliquer de cette maladie, les méthodes de détection. Et on voit que les technologies sur les IRM vont maintenant progresser. Vous avez parlé donc du cancer du sein, la mammographie douloureuse. Va-t-elle être remplacée un jour? Alors écoutez, avant que de détecter, de dépister très tôt, il faut prévenir. Et l'une des actions importantes de la Ligue, c'est évidemment l'éducation à la santé. Et un des problèmes, j'ai parlé tout à l'heure, c'est la grosse inquiétude, c'est l'augmentation extraordinaire de la fréquence des cancers du poumon chez les femmes. Le gros problème, c'est comment dire à une jeune femme de 18 ans qu'il ne faut pas fumer si on lui dit « si vous fumez à 70 ans, vous aurez un cancer du poumon ». À 18 ans, c'est pas un problème pour la femme. C'est-à-dire que vous n'avez pas du tout de dissuasif. Donc, l'une des questions, c'est comment trouver un langage qui parle aux gens auxquels le langage est destiné. Et puis, par ailleurs, il faut effectivement faire des détections rapides, tout simplement parce que plus le diagnostic est rapide et plus le traitement... C'est pas vrai pour tous les cancers, mais dans l'immense majorité des cancers, le cancer du sein en particulier, plus le traitement a des chances de sauver le malade. Mais Axel Kahn, on a le sentiment, quand on entend vos déclarations depuis quelques jours, vous parlez beaucoup de détection, prévention, mais également vous nous expliquez que cette maladie ne sera jamais jugulée, en fait. Non, ce que je veux dire... Toujours là, à l'ère de l'intelligence artificielle, de la biotech, de la génétique, tout ce que vous connaissez, ça ne pourra pas être combattu. Ce que je dis, c'est que un monde sans maladie virale, sans maladie infectieuse, sans maladie parasitaire et sans cancer pour des raisons théoriques, probablement c'est impossible. Pour quelle raison? C'est que ces formes de vie qui nous agressent, qui sont responsables des maladies, elles s'adaptent parce que la vie évolue. C'est un des problèmes et une des propriétés fondamentales de la vie. Et par conséquent que des mutations entraînent une hyperprolifération de cellules et qu'elles se mettent à s'adapter au traitement que l'on propose, fait que la victoire définitive, la guerre définitive ne peut pas être gagnée. Mais il y a des batailles extraordinaires qu'on va gagner. C'est-à-dire que la situation actuelle, elle est absolument inadmissible. Et la Ligue, elle prend toute sa place pour remporter ces belles victoires. C'est ça le problème. Oui, institution centenaire, puissante, un maillage territorial hors du commun, 103 départements, des centaines de milliers de bénévoles. Mais en même temps, vous demandez aussi un 4e plan cancer à l'État. Pourquoi et pourquoi faire? Vous savez, une maladie qui va frapper une personne sur deux, une maladie qui est confrontée à l'évolution du prix des médicaments, extrêmement innovant. Une maladie dont l'aspect change. Il y a de plus en plus de malades qui sont maintenus en vie de manière très prolongée, mais qui ne sont pas guéris. Une partie des cancers passe à la chronicité. Ça n'est pas une maladie comme les autres. C'est un phénomène de société. Et quand on a un phénomène de société de cette importance, il faut alors une réflexion et un effort spécifique. Selon moi, cela justifie un 4e plan cancer. Mais c'est important parce qu'en fait, vous expliquez cette mutation. C'était avant perçu comme étant une crise, un moment, une parenthèse douloureuse dans la vie contre laquelle on devait se battre. Mais aujourd'hui, vous nous dites, c'est installé dans la société, c'est installé dans nos vies. Vous demandez aujourd'hui à l'État un 4e plan cancer. Qu'est-ce qu'il doit mettre en place?
Alors, il y a plusieurs objectifs. Tout d'abord, je l'ai dit, pour essayer d'éviter les cancers. Le mieux, c'est de prévenir les cancers. C'est encore mieux que de les dépister et de les guérir. Et pour ça, il faut vraiment un énorme effort pour trouver les facteurs de risque, l'épidémiologie. Il faut financer de très importantes enquêtes en épidémiologie, qu'il y ait des registres des cancers absolument partout, que l'on puisse baser l'évitement sur des éléments extrêmement solides. Il faut également s'affronter au problème de ces nouveaux traitements qui sont très prometteurs, mais dont certains, les plus récents, valent comme traitement pour un malade jusqu'à 1 million d'euros par malade. On voit très bien que s'il y a un très grand nombre de malades qui sont traités comme cela, aucun système de protection d'assurance maladie, même des pays les plus riches, ne pourrait réellement supporter cela. Et donc, il faut s'affronter à cette question. Il faut s'affronter au problème du projet de vie des personnes qui sont atteintes de cancer et qui sont passées à une maladie chronique. Ce sont des problèmes très nouveaux. Justement, vous dites des personnes atteintes de cancer, maladie chronique, c'est la société. Ça veut dire qu'il y a aussi une vie après le cancer quand on l'a combattu, quand on l'a vaincu. Alors, il y a une vie pendant le cancer et après le cancer. Et là aussi, est-ce qu'il n'y a pas un effort nouveau à faire, puisqu'il y a un sentiment parfois de déclassement. On a le sentiment que les gens qui se sont sortis disent on a eu cancer à vie. La société nous regarde différemment. Est-ce qu'il ne faut pas là aussi travailler? Vous avez tout à fait raison. Quand on est guéri d'une scarlatine, on est guéri. Eh bien, quand on est guéri d'un cancer, on est guéri aussi. Et il faut que les espérances... La société ne comprend pas actuellement sur ces personnes. Alors, il faut qu'il y ait un gros effort, que les espérances de cette personne, sa liberté d'accéder à l'emploi, aux prêts bancaires, etc., soit exactement le même que cela l'est pour une personne qui est guérie d'une autre maladie. Parce que pour l'instant, c'est compliqué. Quand on a naturellement, toutes ces démarches à faire, le cancer est toujours là. Enfin, il y a derrière les gens qui se retournent en disant, vous savez, il a eu un cancer. Et la personne le sait aussi. Et à partir de ce moment-là, tout est plus compliqué. Il y a vraiment un élément fondamental qui est que ces malades-là qui sont guéris, qui sont battus, qui l'ont emporté avec les médecins, avec les médicaments, ils ont le droit à l'oubli de cette phase importante qu'ils ont vécue. Il y a des étapes différentes. On parle de la rémission, après on parle de la guérison complète une fois qu'on est totalement sorti de la maladie. En fait, ce que vous nous racontez depuis tout à l'heure, c'est que nous sommes aussi un peu, on l'a compris, avec d'autres sujets, d'autres thèmes que vous avez forcément abordés aussi dans votre carrière. On est à l'antichambre de mutations très importantes qui nous font changer notre rapport à la vie et à la mort. Si on passe rapidement en revue quelques-uns des sujets, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui participera ensuite de notre vie pratiquement quotidienne, choisir sa vie de parent, être capable de pouvoir choisir le sexe de son enfant, ça sera quelque chose de la vie quotidienne? Alors, ça, c'est un problème. En quelques mots. Choisir le sexe, je n'y suis pas du tout favorable. Tout simplement parce que on évite éventuellement par un diagnostic prénatal une maladie. Ça n'est pas pathologique, voyez-vous, d'être une petite fille ou un petit garçon. Et par conséquent, que le hasard détermine si l'on a une petite fille ou un petit garçon, c'est protecteur. C'est protecteur contre l'excès de l'investissement des parents et de la détermination des parents sur les enfants. Donc j'y suis tout à fait défavorable. Vaincre la mort, c'est un nouveau projet, une chimère ou une réalité? Aujourd'hui, on n'en est pas près du tout. Il faut dire la vérité. On travaille beaucoup pour comprendre les mécanismes du vieillissement et de la mort sur un tout petit animal qui n'a que 965 cellules. Nous, on a quelque chose comme 5000 milliards de cellules. Eh bien, chez ce petit animal, ce que l'on sait faire, c'est, alors qu'il vit d'habitude 25 à 30 jours, le faire vivre 50 jours, on ne le fait pas vivre 1 an, 2 ans. C'est-à-dire sur aucun modèle. On ne s'est approché de quelque chose qui suggérerait qu'on est à 2 doigts de maîtriser l'immortalité. Alors, lorsque l'immense professeur Yuval Harari dit « l'homme est devenu l'égal de Dieu » dans son dernier ouvrage, d'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Pourquoi? D'abord parce que, personnellement, je ne fais pas l'hypothèse de Dieu, donc je ne sais pas ce que c'est que être l'égal de ce dont je ne fais pas l'hypothèse. Mais si je me rappelle de mon éducation religieuse, ce qu'était Dieu, l'homme, on est encore très loin. Créer un autre homme, pouvoir prolonger la vie, c'est pas possible pour vous. La grande question n'est pas celle-là. La grande question est celle de la possibilité pour l'homme demain de continuer à vivre pleinement sa vie humaine, entouré de machines de plus en plus intelligentes. C'est ça la question. La question c'est, demain, l'intelligence artificielle, les robots vont se déployer et nous on sera là. Et comment dans ce monde-là pourrons-nous être encore heureux? Le bonheur, ça reste vraiment le défi de l'avenir. Vous reviendrez nous en parler ici à Europe 1. Merci professeur Axel Kahn.